Mes parents n'avaient pas d'argent pour l'anniversaire de ma fille. Après mon geste silencieux, mon père frappait déjà à ma porte à 9 heures secret. Vérité vengeance. Il était 9 heures du matin. Les coups frappés à la porte se mêlaient à la voix sonore de mon père. Tu as perdu la tête? Comment as-tu pu faire ça à ta sœur et à ta mère? Je me tenais pieds nus sur le sol frais du couloir, essayant de ne pas le regarder, tandis que Leïla, derrière mon épaule, fixait toujours le vide derrière la porte, comme si ma grand-mère allait apparaître d'un instant à l'autre avec ses paquets. Dans la chambre, des emballages du goûter d'anniversaire traînaient un par terre. Il y a une semaine, il y avait encore un gâteau sur le sol, des ballons traînaient dans les coins, l'un d'eux était à moitié dégonflé. Toute l'idée de la fête se résumait au fait que quelques camarades de classe de ma fille avaient pu être invités seulement après de longues discussions avec leurs parents. Tout le monde attendait au moins quelqu'un de ma famille, mais personne n'est venu. J'ai étalé les miettes de sucre sur la table avec ma main et j'ai pensé un instant que ces miettes étaient tout ce qui restait après de nombreuses années d'attente. Mon père a fait irruption dans l'appartement, brandissant la clé de son trousseau, les yeux brûlants. Il tenait son téléphone dans ses mains, l'écran affichant ma publication. Tu as publié ça exprès? Que cherches-tu à obtenir? Que tout le monde sache à quel point ta famille est horrible? Ou peut-être veux-tu achever ta mère une bonne fois pour toutes? Elle est déjà malade et a peur de sortir en public après ton incident, dit-il en regardant avec dégoût les ballons éparpillés et les restes de gâteau. Leïla se blottit contre ma jambe, son visage ne reflétait plus aucun espoir, seulement de la peur et de l'angoisse, mais il ne la regarda même pas. Je sentis tout mon corps se figer. Ce n'était pas la première fois, ce scénario se répète, seuls les détails changent, les raisons, les mots, les soirées vides. Mais cette fois-ci, tout était différent. Papa, tu n'as même pas souhaité son anniversaire à Leïla, dis-je doucement en essayant de ne pas tressaillir sous son regard. C'est mon affaire de décider quand et comment souhaiter un bon anniversaire à ma petite fille. Ce n'est pas à toi de me dicter ma conduite, a-t-il rétorqué. Tu ferais mieux de réfléchir à la manière de réparer le scandale que tu as provoqué. Une semaine plus tôt, ma fille Léla avait fêté ses 7 ans. Quelques heures avant la fête, j'ai reçu un message de ma mère. Nous allons manquer l'anniversaire de ton enfant, nous avons des difficultés financières en ce moment. Pas d'excuses, pas de chaleur humaine, juste un autre son qui se perd dans le vide. Je relis involontairement la même phrase, essayant d'expirer la douleur. Je me tiens dans le bureau de notre entreprise de construction Worldcraft. Les ouvriers s'affairent autour de moi, certains crient pour commander du ciment, d'autres discutant des calendriers, et dans tout ce bruit, je tiens mon téléphone, le cœur serré. J'ai répondu brièvement: pas de problème. Même si à l'intérieur, je criais de douleur. Encore une fois, ils ne viendront pas. Une fois de plus, Leïla attendra en vain. J'ai acheté moi-même le cadeau. Une poupée que Leïla me montrait depuis l'automne, que j'ai payée avec le reste de mon avance et les primes occasionnelles que les managers peuvent parfois recevoir. Quelques voisins et seulement 2 camarades de classe avec leurs mères ont à peine réussi à se décider à venir. Plusieurs familles de notre quartier regardent avec beaucoup de méfiance les gens comme moi. Peut-être ont-ils lu les mêmes messages que ma propre mère. Entre les lignes, la honte et le reproche. Je travaille comme manager dans une petite entreprise qui s'occupe de matériaux de construction et de fournitures pour de petits chantiers. Le salaire n'est pas élevé, mais il est stable, suffisant pour payer l'appartement, la nourriture, les vêtements de Leïla et parfois quelques extras. Pas de luxe, pas de week-end à la mer ou dans des parcs d'attractions, nous vivons tranquillement, modestement, et j'essaie de faire en sorte que ma fille ne se sente pas lésée. Mais quand je vois les autres enfants arriver à la crèche avec leur maman, quand leurs parents viennent les chercher pour le week-end, cela me fait mal. Car Leïla me demande: pourquoi on ne va jamais chez grand-mère? Une fois tout le monde parti, je me suis retrouvée avec les ordures, les canettes de limonade éparpillées et la tristesse de ma fille. Vers le soir, elle m'a dit: papa ne m'a rien écrit. J'ai froissé la serviette comme si cela pouvait effacer les souvenirs de son père. Kyle est parti avant la naissance de Leïla, il a disparu quand j'ai osé lui annoncer ma grossesse. Pas de mots, pas d'appel d'adieu, aucune nouvelle de lui, et depuis lors, seulement des rappels de mes parents que je suis responsable de ma situation, que j'aurais dû penser à l'avenir, à l'argent, à la famille. Combien de fois ai-je entendu: c'est irresponsable? Tu n'as pas seulement te laissé tomber, tu nous as laissé tomber aussi. Kyle était un garçon ordinaire qui me semblait être un prince. Nous nous sommes fréquentés pendant un an, il travaillait comme chauffeur dans une entreprise de transport, il promettait qu'il gagnerait bientôt assez d'argent pour acheter son propre appartement et que nous vivrions ensemble. Je le croyais. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte et que je lui ai dit, il est d'abord resté silencieux, puis il a dit: je dois réfléchir. 2 jours plus tard, son téléphone était éteint, une semaine plus tard, l'appartement était loué, les voisins ont dit qu'il était parti dans une autre ville. Tout. Pas un mot, pas d'explication. Mes parents ont appris ma grossesse quand il était déjà impossible de le cacher. Ma mère pleurait, mon père criait, ils exigèrent que je règle le problème, mais je ne pouvais pas, je ne voulais pas. Leïla est tout ce que j'ai, tout ce qui a un sens. Mais mes parents ne m'ont jamais pardonné. Ils disaient que je faisais honte à la famille, que j'élevais mon enfant dans le péché, que les enfants sans père grandissaient incomplets. Chaque rencontre se transformait en interrogatoire. Quand vas-tu enfin trouver un homme normal? Comment vas-tu lui donner l'exemple d'une famille?
Alors que le soir laissait peu à peu place à la nuit, Leïla s'est endormie dans les bras de cette poupée. J'ai parcouru l'appartement vide et je me suis sentie méchante, épuisée et pour une raison quelconque, particulièrement seule. Sur la table, il y avait une feuille avec un dessin d'enfant. Leïla avait dessiné notre famille. Moi, elle, grand-mère et grand-père. Tous se tenaient par la main. Je regardais ce dessin et je comprenais que cela n'arriverait jamais. Une semaine après l'anniversaire de Leïla, un message de ma sœur est apparu dans mon fil d'actualité. Savannah a fêté l'anniversaire de ses jumeaux. J'ai vu la photo, une grande table avec un gâteau d'anniversaire à 3 étages, des dizaines de nouveaux jouets, des paquets avec des rubans roses et bleus, des bonbons, des jumeaux blonds heureux qui jouent sous le sapin. Tout le monde rit avec émotion. Sur la photo, il y a mes parents, ils embrassent leurs petits-enfants, sourient, tiennent des cadeaux, marqués Loretta et Grégory. Sous la photo, une multitude de cœurs et une légende, les meilleurs grands-parents du monde. Merci pour votre générosité et votre amour. Je ne pouvais pas détourner les yeux, des jouets coûteux, des ballons, une table somptueuse, tout ce qui manquait à l'anniversaire de Leïla. Tout ce que mes parents n'avaient pas pu offrir à ma fille à cause de problèmes d'argent. Mais pour les enfants de Savannah, l'argent était là. Ils ont trouvé le temps, l'envie et l'amour, ce n'était pas la première fois. Ils n'étaient donc pas venus à Pâques, quand Leïla et moi avions peint nous-mêmes les œufs. Dans notre petite cuisine, les avions décorés à la gouache, car nous n'avions pas d'argent pour acheter des autocollants. Ils ont soudainement oublié Halloween alors qu'ils avaient promis de venir aider à maquiller le costume. J'ai alors passé toute la nuit à coller des ailes d'ange en carton et en papier. Leïla s'est réveillée le matin et a demandé joyeusement: est-ce que grand-mère et grand-père viendront voir? J'ai menti en disant qu'ils viendraient plus tard. Ils ne sont pas venus. Toutes les fêtes étaient comme des trous noirs dans lesquels mon enfance s'envolait, tandis que je les attendais en silence sur le pas de la porte. Savannah, ma petite sœur, a toujours été la préférée, non pas parce que je suis mauvaise, mais parce qu'elle est particulièrement bonne à leurs yeux. Je me souviens que dans son enfance, on lui a diagnostiqué une malformation cardiaque congénitale. Les médecins ne garantissaient pas qu'elle atteindrait l'adolescence. Mes parents vivaient dans la peur constante de la perdre. Toute l'attention, l'argent, les soins, tout allait à Savannah. J'étais l'aînée, j'avais 7 ans à l'époque, et je suis devenue une deuxième mère pour ma sœur. Je restais assise à ses côtés la nuit pendant ses crises. Quand elle avait du mal à respirer, je lui tenais la main, je lui lisais des livres, je la divertissais avec des jouets. Mes parents dormaient, épuisés par la peur et l'impuissance, mais moi, je restais éveillée car j'avais peur que Savannah cesse de respirer. Elle s'est rétablie. Les médecins ont dit que c'était un miracle, mais l'habitude est restée. Mes parents ont continué à considérer Savannah comme fragile et moi comme forte. Tu t'en sortiras toute seule. Tu es intelligente. Savannah a besoin de plus d'attention. Je m'en suis sortie, je m'en suis tellement bien sortie qu'ils se sont habitués à mon absence dans leur vie. Je suis devenue une ombre, toujours présente, mais jamais au centre de l'attention. Leïla est sortie de la salle de bain, les cheveux encore mouillés, enroulés autour des joues, et m'a vue assise avec mon téléphone. Elle s'est approchée et m'a demandé doucement: Maman, tu m'as encore oubliée. Je n'ai rien pu faire, j'ai juste hoché la tête en la serrant contre moi. Elle a sangloté doucement. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième, c'est à chaque fois qu'elle les attend et qu'ils ne viennent pas. À chaque fois qu'elle les dessine dans ses dessins et qu'ils ne téléphonent même pas. À chaque fois qu'elle voit d'autres enfants avec leur grand-mère et qu'elle demande: pourquoi notre grand-mère ne vient-elle pas? Ils m'ont encore oublié, a-t-elle murmuré en regardant la photo des jumeaux avec leurs cadeaux. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne pouvais plus mentir en disant que ses grands-parents étaient occupés. Parce qu'ils ne sont pas occupés, ils ne veulent tout simplement pas voir mon enfant. Pendant ces longues heures où les reflets de l'hiver parcoururent l'appartement, je ne pouvais pas me calmer. J'avais hâte de trouver au moins une excuse, mais il n'y en avait pas. J'ai ouvert la galerie de photos, j'ai sélectionné toutes ces images vides de sens, la photo du gâteau avec une bougie terne en forme de 7, Leïla sur fond de pièces vides, deux mamans de la classe qui sourient à la caméra et aident les enfants à déballer leurs cadeaux, et des paquets cadeaux du supermarché que j'avais moi-même emballés dans du papier coloré pour qu'ils aient l'air plus nombreux. Et j'ai signé le poste. Un immense merci aux meilleurs parents pour leur attention cette année, pour le gâteau d'anniversaire de Leïla qui ne les concerne pas, pour chaque ballon oublié, pour Halloween où nous vous avons attendu jusqu'à minuit, pour Pâques où nous avons peint nous-mêmes les œufs, pour chaque matin où Leïla vous attend et chaque soir où j'explique: grand-père et grand-mère sont juste très occupés. Merci de nous apprendre à apprécier le silence. Et un merci tout particulier pour avoir trouvé, une semaine après notre modeste fête, le temps, l'argent et l'amour pour vos autres petits-enfants. Leïla voit aussi ces photos et vous remercie également de grandir dans l'ombre. Elle a ajouté des photos: un appartement vide, Leïla avec une poupée, un gâteau avec une seule bougie et à côté une capture d'écran du poste de Savannah avec une fête somptueuse. Elle a tagué sa mère, son père et Savannah, elle a cliqué sur publier. En moins d'une heure, les messages ont afflué. D'abord de Savannah: Alice, qu'est-ce que tu fais? Supprime ça immédiatement. Puis de mon père dans un message privé: attends demain matin, on va discuter. Ensuite, plusieurs appels provenant de numéros inconnus. Je n'ai pas décroché. Et enfin, une menace de ma mère: tu vas le regretter. Je ne l'ai pas regretté. Je me suis couchée à côté de Leïla, je l'ai prise dans mes bras et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Pas pour moi, mais pour elle, pour qu'elle sache que je suis de son côté.
que je ne resterai pas silencieuse quand on l'ignore. À 9 heures du matin, mon père se tenait sur le seuil et tous les mots sortaient de sa bouche comme du poison. Tu as poussé ta mère à une crise cardiaque, ta sœur a pleuré toute la nuit. Comment oses-tu? Tu crois que si tu te fais passer pour une victime, assise ici toute seule avec cet enfant, quelqu'un va t'admirer, te plaindre ou même t'applaudir? Tu as choisi tout ça toi-même. Je m'attendais à ce qu'il me reproche mon audace, mais mon père est passé à son sujet favori. Tu sais ce qui est important? Tu as choisi tout ça toi-même. Peut-être que si tu avais pensé à ta famille, tu ne te serais pas retrouvée seule avec cet enfant. Mais non, il fallait que tu aies un enfant de quelqu'un que tu ne connais pas, et maintenant tu veux que nous t'applaudissions tous. Tu nous fais honte, Alice, tu fais honte à toute la famille. À ce moment-là, Leïla s'est tellement recroquevillée que j'ai senti son nez tremblant contre ma cuisse. Elle avait entendu chaque mot. Elle avait entendu son grand-père l'appeler cet enfant, dire que j'étais responsable, que nous étions une honte. J'ai pris une grande inspiration. Je ne fais pas de spectacle, papa, je montre simplement la réalité. Vous n'êtes pas venu à l'anniversaire de Leïla, vous avez dit que vous aviez des problèmes d'argent, et une semaine plus tard, je vous vois faire la fête avec les petits-enfants de Savannah, leur acheter des cadeaux coûteux, les embrasser. Et Leïla voit ça aussi. Elle me demande pourquoi elle n'est pas comme eux. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Tu as montré à tout le monde qu'elle est ta famille, l'interrompit-il. Mais n'oublie pas qu'on peut te retirer la garde pour diffamation. Pour nous avoir présentés sous un mauvais jour, pour avoir inventé des mensonges, nous pouvons prouver que tu es incapable d'élever un enfant. Mère célibataire, revenus instables, aucun soutien. Tu penses que le tribunal sera de ton côté? Mes mains tremblaient, je cherchais du regard quelque chose sur quoi m'appuyer. Un mur, un meuble, quelque chose à quoi m'agripper. Mais ce qui était jusqu'alors de la honte s'est soudain transformé en une petite rage, pour mon droit de dire au moins une fois à voix haute ce qui me faisait mal. Tu me menaces? Ai-je demandé doucement. Je te préviens, a-t-il dit, supprime ce poste. Excuse-toi auprès de ta mère et de ta sœur, sinon tu verras ce qui t'attend. Mon père a ajouté quelque chose de cinglant sur le fait que j'avais déshonoré la famille, que maintenant tous les voisins voyaient notre sale bouillie. Mais je ne l'écoutais même plus. La neige tombait derrière la fenêtre. Une nouvelle notification clignotait sur mon téléphone. Un message de ma mère. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai jeté les miettes de gâteau à la poubelle, je me suis assise près de Leïla, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée contre ma poitrine. J'ai senti une grosse larme me monter à la gorge. Pendant un instant, nous avons eu l'impression que rien n'avait changé, mais soudain, nous avons entendu les pas lourds d'un deuxième invité à la porte. Mon père s'est retourné et j'ai vu ma mère. Elle se tenait sur le seuil, pâle, les yeux rougis, et me regardait comme si j'avais tué un membre de la famille. Alice, a-t-elle dit doucement, comment as-tu pu? Et j'ai compris, tout ne faisait que commencer. Maman se tenait sur le seuil et pour la première fois, je voyais que ses yeux n'exprimaient aucune chaleur, seulement de la froideur et du reproche. Elle a enlevé son manteau et l'a soigneusement accroché à un crochet, comme si elle se préparait à une longue conversation dont je ne pourrais m'échapper. Alice, comment as-tu pu nous faire ça? Répéta-t-elle en s'asseyant sur le bord du canapé. Nous t'avons élevé, nous avons tout sacrifié pour que tu aies un avenir, et toi, tu nous as ridiculisés devant toute la ville. Mon père se tenait à côté, les bras croisés sur la poitrine, le regard sévère. Leïla s'était réfugiée dans sa chambre, mais je savais qu'elle entendait chaque mot. Maman, je ne vous ai pas ridiculisé, j'ai simplement dit la vérité, dis-je doucement en essayant de ne pas m'énerver. Vous n'êtes pas venu à l'anniversaire de Leïla, tu as dit que tu avais des problèmes d'argent, et une semaine plus tard, je te vois acheter des cadeaux coûteux aux enfants de Savannah. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ma mère a haussé le ton. Et toi, tu penses à nous, à ce que nous ressentons quand tu nous humilies publiquement. Savannah a besoin de notre soutien, elle a 2 enfants, son mari a 2 emplois, ils ont du mal à joindre les 2 bouts. Et toi, tu as choisi cette voie. Personne ne t'a forcé à avoir un enfant avec un homme qui t'a abandonné. Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. J'ai serré les poings, sentant mes mains trembler. J'ai choisi de garder mon enfant, je n'ai pas choisi de le laisser grandir sans ses grands-parents qui l'aiment. Nous l'aimons, a dit mon père d'un ton sec, mais tu ne peux pas nous demander ce que nous ne pouvons pas donner. Nous aidons Savannah parce qu'elle en a besoin, et toi, là, tu es forte, tu t'en sors toujours toute seule. J'ai ri amèrement. Oui, je suis forte, parce que vous m'avez appris à être forte quand j'avais 7 ans et que je m'asseyais près du lit de Savannah la nuit parce que vous dormiez. Quand je passais mes anniversaires sous silence car toute l'attention était tournée vers elle. Quand je suis devenue invisible à vos yeux car elle était malade et moi en bonne santé. Maman secoua la tête. Tu ne comprends pas, Savannah pouvait mourir, les médecins ne nous donnaient aucun espoir, nous avions peur chaque jour et toi, tu étais là, tu nous aidais. Nous t'en sommes reconnaissants. Reconnaissants? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Vous ne m'avez jamais dit cela. Vous ne m'avez jamais dit que j'avais fait quelque chose d'important. Vous vous êtes simplement habitué à ce que je me débrouille toute seule. Et maintenant, vous vous êtes habitué à ce que Leïla se débrouille aussi toute seule. À ce que nous n'ayons pas besoin de vous. Mon père s'est avancé, le visage rouge de colère. Ça suffit, tu vas supprimer ce poste, tout de suite, et tu vas t'excuser auprès de nous et de Savannah, sinon nous serons obligés de prendre des mesures. Quelles mesures? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Nous pouvons aller au tribunal, prouver que tu n'éduques pas correctement ton enfant, qu'elle grandit dans un environnement malsain, qu'elle serait mieux avec quelqu'un d'autre. J'ai senti mon cœur s'arrêter, il menaçait de m'enlever Leïla, mon enfant. Vous n'oserez pas, ai-je murmuré. Nous verrons bien, a répondu froidement mon père. On verra bien qui rira le dernier. Ils sont partis, me laissant seule avec le silence et la peur. Leïla est sortie de la pièce, le visage pâle.
Maman, ils vont m'emmener a-t-elle demandé doucement. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai serrée contre moi. Jamais, je ne laisserai jamais cela arriver. Mais au fond de moi, je n'en étais pas sûre. Les jours suivants se sont écoulés dans le brouillard. J'allais au travail, j'essayais de garder mon calme, mais à l'intérieur, tout brûlait. Je vérifiais constamment mon téléphone, attendant de nouvelles menaces ou des messages des avocats. Je ne recevais rien, mais la tension ne me lâchait pas. Au travail, Troy, un ancien collègue, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Il s'est approché de moi pendant la pause déjeuner, alors que j'étais assise dans un coin, les yeux fixés sur ma tasse de café. Alice, tout va bien m'a-t-il demandé avec précaution. Je voulais lui dire que oui, que tout allait bien, mais les mots restaient coincés dans ma gorge et je me suis contentée de secouer la tête. Troy s'est assis à côté de moi sans s'imposer. Tu veux en parler? Je lui ai tout raconté, le poste, le scandale, les menaces de mes parents. Il m'a écouté en silence, sans m'interrompre. Ils ne peuvent pas simplement vous retirer votre enfant, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Il faut avoir des raisons sérieuses. Tu travailles, tu subviens aux besoins de ta fille, elle est en bonne santé et heureuse. Ils ne pourront rien prouver. Et s'ils le peuvent, ai-je demandé doucement, et s'ils trouvent un moyen, Troy est resté silencieux puis a sorti son téléphone. J'ai un ami avocat, tu veux que je te donne ses coordonnées? Au cas où. J'ai acquiescé, sentant la tension se relâcher un peu. Au moins quelque chose, au moins un plan. Merci, dis-je sincèrement. Troy sourit. De rien, je sais moi-même combien il est difficile d'élever seul ses enfants. Quand ma femme est partie, je pensais que je n'y arriverais pas, mais j'ai réussi, et tu y arriveras aussi. Ces paroles me réchauffèrent le cœur. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie moins seule. Le soir, quand Leila s'est endormie, je me suis assise dans la cuisine et j'ai feuilleté de vieilles photos. Sur l'une d'elles, on voit Savannah et moi, enfants. Elle a 5 ans, j'en ai 12. Elle est allongée dans un lit d'hôpital, pâle, maigre, avec des tubes dans le nez. Je suis assise à côté d'elle, je lui tiens la main. Mon visage affiche un sérieux enfantin, comme si je comprenais ce qui se passait. Je me souviens de cette nuit-là, mes parents sont rentrés à la maison, épuisés par des nuits blanches. Ils m'ont laissé avec elle car les infirmières n'y voyaient pas d'inconvénient. Savannah s'est réveillée au milieu de la nuit, pleurant de douleur. Je ne savais pas quoi faire. Je lui caressais simplement les cheveux et lui murmurais que tout irait bien. Elle s'est calmée et s'est endormie en serrant ma main. Le lendemain matin, mes parents sont arrivés, nous ont vus dormir ensemble et ma mère s'est mise à pleurer. Mais pas de gratitude, de soulagement que Savannah soit en vie. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne ne m'a dit tu as bien fait. Je suis devenue un élément du décor, utile mais invisible. Mon téléphone a vibré, un message de Savannah. Alice, il faut qu'on parle, mes parents sont sérieux. Ils consultent un avocat au sujet de Leila, ils disent qu'ils envisagent d'autres options pour elle, je ne sais pas quoi faire, mais tu dois être au courant. J'ai relu le message 3 fois, sentant le froid envahir mon corps. D'autres options, ils allaient vraiment essayer de me prendre mon enfant. J'ai regardé la porte de la chambre où Leila dormait et j'ai compris, c'était la guerre. Savannah m'a écrit le lendemain matin, viens aujourd'hui, il faut qu'on parle. Je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas voir son visage, entendre ses excuses, mais je savais que je devais le faire. Si mes parents avaient vraiment l'intention d'emmener Leila, je devais tout savoir. J'ai laissé Leila chez ma voisine en lui disant que je reviendrais dans quelques heures. Le trajet jusqu'à la maison de Savannah durait 20 minutes, mais il m'a semblé interminable. Je passais en revue dans ma tête les conversations possibles, les scénarios, les réponses, mais quand je me suis retrouvée devant la porte, tous les mots se sont évaporés. Savannah a ouvert presque immédiatement. Elle avait l'air fatiguée, avec des cernes sous les yeux. Les jumeaux étaient silencieux, elle les avait probablement envoyés chez une amie pour ne pas les déranger avec des conversations d'adultes. Entre, a-t-elle dit doucement. Nous nous sommes assises dans la cuisine, entre nous des tasses de thé que personne n'a bu. Savannah me regardait et dans son regard, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Alice, je veux comprendre. Pourquoi as-tu fait ça? A-t-elle finalement demandé. Pourquoi as-tu publié ce message? Tu rabaisses mes parents parce qu'ils m'aident plus que toi. Mais tu comprends bien que j'ai 2 enfants, un crédit immobilier et que Devine a 2 emplois. C'est vraiment difficile pour nous. J'ai senti quelque chose se briser en moi, elle ne comprend vraiment pas. Savannah, je n'humilie pas mes parents parce qu'ils t'aident, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Je les méprise parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne viendraient pas à l'anniversaire de Leila à cause de leurs problèmes financiers. Et puis je les vois acheter des cadeaux coûteux à tes enfants. Tu ne vois pas la différence? Savannah fronça les sourcils. Mais ils m'ont dit que tu n'avais invité personne, que tu voulais une fête modeste pour ne mettre personne mal à l'aise. J'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé le message de ma mère et je le lui ai montré. Voilà, lisse. Nous allons manquer l'anniversaire de ton enfant, nous avons des difficultés financières en ce moment. J'ai répondu, pas de problème. Ou est-ce que je n'ai pas invité personne? Savannah a lu le message et j'ai vu son visage changer. Après avoir fixé son téléphone pendant quelques secondes, elle l'a finalement posé et s'est frotté le visage avec les mains. Ils m'ont menti, a-t-elle murmuré. Ils ont dit que tu ne voulais pas qu'ils viennent, que tu voulais être seule avec Leila. Ils t'ont dit beaucoup de choses, ai-je répondu amèrement.
Et ils t'ont caché beaucoup de choses. À ce moment-là, Devin entra dans la cuisine. Il semblait mal à l'aise, comme s'il ne savait pas s'il devait être là. Mais Savannah lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle. Alice, dit-il doucement, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je le regardais, sentant mon cœur battre plus fort. Tes parents, ils nous aident financièrement. Depuis plusieurs années déjà, ils perdent une partie de notre hypothèque. Ils achètent des choses coûteuses aux jumeaux. Ils payent les réparations de notre voiture quand quelque chose casse. Nous ne leur avons rien demandé. Ils l'ont proposé eux-mêmes. Mais ils ont demandé de ne pas t'en parler. J'ai senti un frisson me parcourir le corps. Pourquoi? Pourquoi ne pas me le dire? Devine se tut, regardant Savannah. Elle prit une profonde inspiration. Ils ont dit que tu provoquais des scandales, que si tu apprenais qu'ils nous aidaient, tu commencerais à exiger la même chose. Et ils ne veulent pas de ça parce qu'ils pensent que tu as choisi toi-même ta voie, que tu as eu un enfant sans mari et que tu dois maintenant assumer seule cette responsabilité. Ces mots m'ont frappé comme des coups. Je savais que mes parents pensaient ainsi, mais l'entendre de la bouche de ma sœur était une autre souffrance. Il parle de moi comme d'un problème, dis-je doucement, comme de quelque chose qui tire la famille vers le bas. Devine à qui est ça. Il disait que tu fais honte à la famille. Que tu élèves un enfant sans père et que cela nuit à leur réputation. Ils ont peur que les gens aient une mauvaise opinion d'eux à cause de toi. J'ai ri, mais mon rire était amer, presque hystérique. Cela nuit à leur réputation. Mon Dieu, ils se soucient plus de ce que les gens diront que de leur propre petite fille. Savannah tendit la main vers moi, mais je m'écartai. Alice, je suis désolée, je ne savais pas qu'il parlait de toi comme ça. Je pensais qu'il voulait simplement nous aider parce que nous avions des difficultés. Et moi, je n'ai pas de difficultés demandai-je, la voix tremblante. Je n'ai pas de difficulté à élever mon enfant toute seule, à avoir 2 emplois pour payer mon loyer, à vivre dans la peur constante que si quelque chose arrive, je n'aurai personne vers qui me tourner car mes parents se fichent de moi et de ma fille. Savannah restait silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Devin ne savait pas non plus quoi dire. Je me suis levée et j'ai pris mon sac. Merci de m'avoir dit la vérité. Maintenant, je sais ce que je vaux à leurs yeux. Savannah m'a attrapé la main. Alice, attends, je ne veux pas qu'on se dispute. Tu es ma sœur. Je t'aime. Je la regardai et, pour la première fois depuis des années, je vis de la sincérité dans ses yeux. Si tu m'aimes vraiment, dis-je, alors dis à nos parents qu'ils ont tort. Dis-leur que Leïla mérite leur amour autant que tes enfants. Savannah lâcha ma main et je la vis détourner le regard. Elle ne le fera pas, elle ne peut pas. Elle a peur d'eux autant que j'ai eu peur toute ma vie. Je partis, les laissant seuls avec leur culpabilité. Le soir, j'ai retrouvé Adeline, mon amie, dans un petit café près de chez moi. Elle était déjà assise à une table quand je suis arrivée. Devant elle, une tasse de café fort et un paquet de cigarettes, bien que fumer soit interdit dans le café. On dirait que le monde s'est écroulé, m'a-t-elle dit quand je me suis assise. Je lui ai tout raconté. À propos de ma conversation avec Savannah, du fait que ses parents la payaient, du fait qu'ils me considéraient comme un problème. Adeline m'écoutait en silence, poussant de temps en temps des petits claquements de langue. Bon, a-t-elle fini par dire. Maintenant tu connais la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, avouai-je. J'ai peur, Adeline. Ils menacent de me prendre Leila, et s'ils le font vraiment? Adeline se pencha vers moi, le regard sévère. Écoute-moi attentivement, ils ne t'enlèveront pas ton enfant. Tu travailles, tu subviens à ses besoins, elle est en bonne santé et heureuse. Ils n'ont aucune raison de le faire, mais tu dois être prête à te battre. Cela signifie couper ces personnes toxiques de ta vie, cela signifie rassembler toutes les preuves que tu peux. Correspondance, photos, témoignages, tout. Et cela signifie trouver un avocat qui t'aidera à te défendre. J'ai acquiescé, sentant la peur se transformer progressivement en détermination. Tu as raison, je ne les laisserai pas détruire ma vie, je ne les laisserai pas m'enlever Leïla. Adeline a souri. C'est ça, si nécessaire, je témoignerai devant le tribunal, je dirai que tu es la meilleure mère que je connaisse, et je connais beaucoup de mères, crois-moi. J'ai ri pour la première fois de la journée, Adeline a toujours su trouver les mots justes. Après avoir vu Adeline, j'ai appelé Troy, il a répondu après la deuxième sonnerie. Alice, tout va bien? Non, ai-je admis, mais ça ira, tu m'as dit que tu connaissais un avocat. Je suis prête à le rencontrer. Troy était resté silencieux pendant un moment. D'accord, je vais organiser un rendez-vous. Il est compétent, Alice, il t'aidera. Merci, ai-je dit sincèrement. Merci pour tout. Ne me remercie pas. Prends soin de toi et de Leïla. Tu n'es pas seule, souviens-toi, ces paroles m'ont réconfortée. Je ne suis vraiment pas seule. J'ai Adeline, Troy et Leïla. C'est ma vraie famille. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Une lettre papier ordinaire dans une enveloppe, sans adresse de retour. Je l'ai ouverte, assise dans la cuisine, et j'ai senti mes mains trembler. La lettre venait de mes parents. Ils écrivaient sur un ton officiel, comme s'il s'agissait d'un document juridique. Alice, nous voulons que tu comprennes la gravité de la situation. Ton comportement ces derniers temps nous préoccupe sérieusement. Tu discrédites publiquement notre famille, tu nous fais passer pour des personnes malveillantes, tu crées des conflits. Nous pensons que cela a un impact négatif sur l'éducation de Leïla. Nous sommes également préoccupés par les conditions dans lesquelles elle vit. Mère célibataire, revenus instables, absence de père, tout cela crée un environnement malsain pour l'enfant. Nous sommes prêts à t'aider si tu agis de manière raisonnable. Supprime ce poste, excuse-toi publiquement, cesse de provoquer des scandales. Si tu n'es pas prête à le faire, nous serons contraints d'envisager d'autres options pour assurer le bien-être de Leïla. Nous avons le droit de prendre la garde de notre petite fille et nous sommes prêts à nous battre pour ce droit.
C'est à toi de choisir. J'ai relu la lettre 3 fois, sentant un frisson me parcourir le corps. Ils sont prêts à prendre Leila. Ils sont prêts à franchir la ligne. J'ai pris mon téléphone, j'ai photographié la lettre et je l'ai envoyée à Troy et Adeline. Puis j'ai regardé la porte de la chambre d'enfant où Leila dormait en serrant sa poupée dans ses bras. Ils ne l'emporteront pas. Je ne le permettrai pas. Mais la peur ne me quittait pas. Et s'ils y parvenaient vraiment? Et s'ils trouvaient un moyen de prouver que je n'étais pas une mère compétente? Et si je perdais la seule chose qui avait du sens dans ma vie? Mon téléphone vibra, un message de Troy. On verra l'avocat demain, tout ira bien, fais-moi confiance. Je voulais y croire. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas sûre que tout irait bien. Je me suis couchée à côté de Leila en la serrant dans mes bras, en écoutant sa respiration calme, et j'ai prié pour qu'il ne puisse pas la prendre, pour que j'aie le temps de tout faire correctement. Mais au fond de moi, je savais que la vraie guerre commençait maintenant. Et je ne savais pas si je pourrais gagner. Le cabinet de l'avocat Nathan Gregson se trouvait dans un immeuble bas du centre-ville, au troisième étage, entre un cabinet dentaire et un cabinet d'expertise comptable. Troy m'a accompagnée, disant qu'il fallait avoir quelqu'un à ses côtés pour ce genre de rendez-vous. Je lui en étais reconnaissante. Nathan était un homme d'une cinquantaine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard calme, qui inspirait immédiatement confiance. Il nous a invités à nous asseoir, à verser de l'eau dans des verres en cristal et m'a fait signe. Racontez-moi tout. Tout depuis le début. Je lui ai tout raconté. Le jeûne, le scandale, la lettre de mes parents, leur menace de reprendre Leila. Troy ajoutait de temps en temps des détails, confirmait mes propos. Nathan écoutait attentivement, notait quelque chose dans son carnet, posait parfois des questions. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et m'a regardé. Très bien, tout d'abord calmez-vous. Vos parents peuvent essayer de demander une révision des conditions de vie de Leila, mais leurs chances sont minimes causes. Vous travaillez, vous subvenez aux besoins de votre enfant, elle est en bonne santé, elle va à la crèche. Ils n'ont aucune raison valable de vous déclarer mère indigne. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la tension se relâcher légèrement. Mais que se passera-t-il s'ils trouvent un moyen, s'ils trouvent une solution? Nathan a secoué la tête. Pour cela, nous rassemblerons des preuves qui réfuteront toutes leurs affirmations. J'ai besoin des témoignages de la maîtresse de crèche de Leila, de vos voisins, de vos collègues de travail, les certificats médicaux de l'enfant, la confirmation de vos revenus, des photos de vos conditions de logement. Tout ce qui montre votre responsabilité en tant que mère. Je peux le faire, dis-je avec assurance. D'accord, encore une chose. Ne supprimez pas ce message. Il prouve que vous avez rendu le problème public et c'est votre droit. Les parents peuvent vous accuser de tout ce qu'ils veulent, mais le tribunal se basera sur les faits, pas sur les émotions. Troy acquiesça. Je peux témoigner, je connais Alice et Leila, je vois à quel point elles s'inquiètent pour son enfant. Nathan sourit. C'est bien, plus il y a de témoins, mieux c'est. Mais le plus important, c'est de rester calme. Ne vous laissez pas provoquer. S'ils vous appellent, vous écrivent ou vous rencontrent, restez impassible. Ne criez pas, ne vous disputez pas. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. J'acquiesçai, sentant un plan se former dans mon esprit. Ce n'était plus de l'impuissance, mais de l'action. 2 jours plus tard, je reçus un message de Savannah. Mes parents veulent te rencontrer pour discuter calmement, chez moi, aujourd'hui à 18 heures. Viens avec Leila, nous déciderons ensemble. J'ai lu le message plusieurs fois. Quelque chose n'allait pas. Il était trop formel, trop insistant. J'ai appelé Adeline. C'est un piège, m'a-t-elle dit immédiatement. N'y va pas avec l'enfant, laisse-la avec moi. Si tu veux y aller, vas-y seule. J'ai accepté. J'ai laissé Leila chez Adeline en lui disant que je reviendrai dans quelques heures. Elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir et m'a murmuré. Maman, ne les laisse pas m'emmener. Jamais, lui ai-je promis. Je suis arrivée chez Savannah à 6 heures. Savannah m'a ouvert la porte, elle avait l'air tendue. Les jumeaux n'étaient pas là, elle les avait envoyés ailleurs pour ne pas déranger les enfants. Entre, m'a-t-elle dit doucement. Ils sont déjà là. Je suis entrée dans le salon et j'ai vu mes parents. Ils étaient assis sur le canapé, ma mère les yeux rougis, mon père le visage impassible. Une autre femme était assise à côté d'eux. Je l'ai reconnue, c'était Marjorie, une amie de ma mère qu'elle avait rencontrée à l'église. Apparemment, mes parents avaient pensé qu'elle pourrait jouer le rôle de médiatrice. Assieds-toi, Alice, m'a dit mon père. Je m'assis, mon sac sur les genoux. À l'intérieur, il y avait des copies de messages, des photos, des documents. Tout ce que Nathan m'avait conseillé. Nous voulons discuter calmement, commença ma mère. Sans cris, sans scandale, tu es notre fille et nous t'aimons. Mais ce que tu as fait, c'est inacceptable. Je suis restée silencieuse, attendant la suite. Tu nous discrédites publiquement, a poursuivi mon père. Tu nous fais passer pour de mauvais parents, de mauvais grands-parents. Les gens nous regardent et pensent que nous sommes des monstres. Mais nous essayons simplement de survivre. Nous essayons d'aider tous nos enfants. Aider tout le monde ai-je demandé doucement. Ou seulement Savannah. Maman soupira. Savannah a besoin de notre soutien. Elle a 2 enfants, un crédit immobilier, devin à 2 emplois. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et toi, tu te débrouilles toute seule. Parce que je n'ai pas le choix, répondis-je. Parce que vous ne m'avez jamais proposé votre aide, vous avez simplement décidé que j'étais forte et vous m'avez laissée seule. Mon père frappa du poing sur la table. Ça suffit, nous ne sommes pas réunis ici pour nous disputer à nouveau, nous sommes réunis pour te poser un ultimatum. Soit tu supprimes ce message, tu nous présentes des excuses publiques, à nous et à Savannah, et tu te comportes de manière raisonnable. Ou nous serons obligés de prendre des mesures. Quelles mesures demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Nous contacterons les services sociaux, dit ma mère doucement. Nous prouverons que tu n'éduques pas correctement Leila, qu'elle grandit dans un environnement malsain, qu'elle serait mieux avec quelqu'un d'autre.
J'ai senti mon cœur se serrer, mais cette fois j'étais prête. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit calmement. Mon père a ri amèrement. On verra bien, nous avons des témoins qui confirmeront que tu es émotionnellement instable, que tu cries sur ton enfant, que tu la laisses seule à la maison, que ton appartement est insalubre. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai ouvert. J'ai aussi des preuves. Voici un message de votre part où vous écrivez que vous manquerez l'anniversaire de mon enfant. Voici une photo de notre fête. Un appartement vide, un gâteau, quelques invités. Et voici une photo de la fête chez Savannah. Une pile de cadeaux, des jouets coûteux, vous souriez tous les deux. Voici le témoignage de la maîtresse de maternelle de Leïla. Elle écrit que mon enfant est en bonne santé, heureuse, bien développée. Voici une lettre de recommandation de mon travail. Voici un certificat de mes revenus. Voici une photo de notre appartement. Propre, bien rangé, tout est à sa place. J'ai des témoins qui confirmeront que je suis une mère responsable. Et vous, qu'avez-vous? Les parents me regardaient en silence. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Savannah a ouvert et j'ai vu Troy. Derrière lui se tenait Nathan Gregson. Désolé d'être en retard, a dit Nathan calmement. Je suis l'avocat d'Alice, on m'a demandé d'assister à cette réunion, mon père s'est levé. Qui vous a invité? Moi, ai-je répondu, c'est mon droit d'avoir une assistance juridique. Nathan s'est assis à côté de moi, a étalé ses papiers sur la table, puis, après avoir pris la mesure de la situation, a commencé. Bon, parlons franchement. Vous menacez ma cliente de lui retirer la garde de son enfant, mais vous devez comprendre que vos menaces sont juridiquement infondées. Alice travaille, subvient aux besoins de son enfant et l'élève dans un environnement sain. Vous n'avez aucune raison de contester sa maternité. De plus, vos actions peuvent être qualifiées de chantage et de pression sur la mère dans le but de vous venger. Utiliser les services sociaux comme un outil de vengeance personnelle est une violation de la loi. Le père rougit. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, nous sommes ses parents, nous avons le droit. Vous avez le droit d'être grand-mère et grand-père, l'interrompit Nathan. Mais vous n'avez pas le droit de retirer l'enfant à sa mère sans motif valable, et vous n'en avez pas. La mère se mit à pleurer. Alice, comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu détruire notre famille? Nous t'avons élevé, aimé. Aimé? Je sentis quelque chose se briser en moi. Vous aimiez Savannah, je n'étais qu'une ombre qui vous aidait à prendre soin d'elle. Je n'ai jamais été assez bien pour vous, je n'ai jamais été assez importante. Marjorie, qui était restée silencieuse tout ce temps, prit soudain la parole. Loreto, Grégory, dit-elle doucement, je vous connais depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui je vous regarde et je ne vous reconnais pas. Vous menacez votre propre fille. Vous voulez lui enlever son enfant? Pour quelle raison? Parce qu'elle a publié un message sur les réseaux sociaux. Sa mère se tourna vers elle. Marjorie, tu ne comprends pas. Je comprends, l'interrompit-elle. Je vois comment vous vous comportez. Et je n'aime pas ça. Ce n'est pas ce que nous enseigne la foi. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la cruauté. Le père se leva, le visage rouge de colère. Assez, Alice, tu as fait ton choix, tu as choisi la guerre. Très bien, nous verrons qui gagnera. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Adeline entra dans la pièce. Elle était suivie de Leila. Excusez-moi, dit Adeline, elle n'arrivait pas à se calmer, elle voulait voir sa mère. Leila courut vers moi, mais s'arrêta en entendant les voix des adultes. Tu détruis cette famille, Alice, criait mon père. Tu es un fardeau pour nous tous. Tu as donné naissance à un enfant dont on ne connaît pas le père, et maintenant tu veux que nous t'applaudissions tous. Cet enfant est un problème que tu as toi-même créé, ajouta ma mère. Ne t'attends pas à ce que nous te sortions de ton bourbier. Leila a entendu ces mots. J'ai vu son visage changer, ses yeux se remplir de larmes. Elle s'est retournée et s'est enfuie de la maison. Leila, je me suis précipitée derrière elle, mais elle avait déjà disparu derrière la porte. Nous avons couru dans la rue, moi, Troy, Adeline. La nuit était déjà tombée. Les lampadaires éclairaient faiblement. Leila était introuvable. Leila, criai-je en courant dans la rue. Leila, où es-tu? Troy courut dans une direction, Adeline dans une autre. Je cours vers le parc où se trouve une aire de jeu où nous allons parfois nous promener. Mon cœur bat si fort que j'ai du mal à respirer. Il fait froid, c'est l'hiver et Leila n'a pas de manteau. J'arrive au parc et je regarde autour de moi. Il fait sombre, on ne voit presque rien, mais j'entends alors des sanglots étouffés. Je cours vers le bruit et je la vois. Elle est assise sur une balançoire, tremblant de froid, le visage mouillé de larmes. Leila, je cours vers elle, je la prends dans mes bras, je la serre contre moi. Ma petite, tout va bien, je suis là. Maman, sanglote-t-elle, ils ont dit que j'étais un problème, que je suis un fardeau. Non, dis-je en lui caressant les cheveux. Non, tu n'es pas un problème. Tu es ma vie, tu es tout pour moi. Ils se trompent, ils ne comprennent pas. Ils vont m'emmener demande-t-elle doucement. Jamais, lui promets-je. Je ne laisserai jamais cela arriver. À ce moment-là, j'entends des sirènes. Une voiture de police arrive dans le parc, deux policiers en sortent. Vous êtes Alice demande l'un d'eux. Oui, dis-je sans lâcher Leila. Nous avons reçu une plainte pour comportement dangereux de la part d'une mère et disparition d'un enfant. Vous êtes accusé d'avoir laissé votre enfant sans surveillance. Je les regarde sans comprendre. Quoi? Qui a porté plainte? Vos parents, Grégory et Loretta, je sens un frisson me parcourir le corps. Ils ont porté plainte contre moi. Pendant que je cherchais Leila, ils ont eu le temps d'appeler la police. Monsieur l'agent, intervient Nathan, qui est également arrivé au parc. Je suis l'avocat de cette femme. La situation n'est pas telle que vous l'avez décrite. L'enfant était avec sa mère tout le temps. Elle a simplement pris peur et s'est enfuie de la maison pendant une dispute familiale. Sa mère s'est immédiatement lancée à sa poursuite. Il n'y a eu aucun comportement dangereux. Le policier regarde Leila qui tremble dans mes bras. Ma petite, tu vas bien demande-t-il doucement. Leila hoche la tête. Qui t'a fait du mal?
Mon grand-père et ma grand-mère, murmure-t-elle. Ils ont dit que j'étais. Le policier échange un regard avec son collègue. Très bien, nous enregistrons la plainte, mais nous constatons que l'enfant est avec sa mère et qu'elle est en bonne santé. Cependant, la plainte reste enregistrée, vous pourriez faire l'objet d'une enquête. Je hoche la tête, sentant tout trembler en moi. Ce n'est plus une simple dispute, c'est une guerre, et je ne sais pas si je vais pouvoir la gagner. Les policiers s'en vont, Nathan promet de faire tout son possible, Troy me prend par les épaules. On va s'en sortir, dit-il. Mais quand je regarde Leïla, qui tremble encore dans mes bras, je comprends que ma vie a changé pour toujours et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Les 2 premières semaines après l'incident dans le parc ont été les plus difficiles. Je ne dormais pas bien, je me réveillais au moindre bruit, je vérifiais que Leïla était bien là. Elle aussi dormait mal, se réveillait souvent la nuit et venait me rejoindre. Nous nous allongions ensemble, enlacés, et je lui murmurais que tout irait bien. Mais je n'en étais pas sûre moi-même. 3 jours après cette nuit-là, j'ai reçu un appel des services sociaux. Une femme à la voix officielle m'a informé qu'ils avaient reçu une plainte de mes parents concernant les conditions de vie de Leïla et qu'une inspection avait été programmée. Une visite à domicile, un entretien avec moi et mon enfant, ainsi qu'une enquête auprès de notre entourage avaient été prévus. J'ai immédiatement appelé Nathan. Il m'a rassuré, m'a dit que c'était une procédure standard et que si tout se passait comme nous l'avions prévu, il n'y aurait pas de problème. Restez calme, répétait-il. Ne vous énervez pas, ne leur criez pas dessus, répondez honnêtement, montrez les documents, tout ira bien. Troy et moi avons commencé à rassembler des preuves. Il m'a aidé à obtenir une lettre de recommandation de mon travail dans laquelle mon supérieur a écrit que j'étais une employée responsable et ponctuelle, qui ne manquait jamais le travail sans raison valable et qui accomplissait toujours ses tâches. Je me suis rendue à la crèche de Leïla et j'ai parlé à l'éducatrice. Elle a volontiers rédigé une lettre de recommandation positive. Leïla est une enfant heureuse et en bonne santé, bien développée pour son âge. Sa mère l'amène et la récupère toujours à l'heure, s'intéresse à ses progrès et participe aux réunions de parents d'élèves. La voisine du rez-de-chaussée, à qui je confiais parfois Leïla lorsque je restais tard au travail, a également accepté de témoigner. Elle a déclaré qu'elle me voyait comme une mère attentionnée qui fait tout son possible pour son enfant. Adeline a rédigé son témoignage en tant qu'amie et professionnelle de santé. Elle a souligné que Leïla avait toujours l'air soignée et en bonne santé, que je veillais à son alimentation, à son hygiène et à sa santé. Troy a également accepté de témoigner. Il a raconté comment nous nous étions rencontrés au travail, comment il me voyait, moi et Leïla, comment il m'aidait parfois pour de petites choses et voyait que j'étais une mère responsable. Lorsque l'assistante sociale est arrivée, une femme d'environ 45 ans, au visage sévère et un bloc-notes à la main, j'étais prête. L'appartement était impeccable, Leïla était bien habillée, tous les documents étaient sur la table, certificats médicaux, caractéristiques, certificats de revenus, photos des conditions de logement. La femme, qui s'appelait Mélissa, a inspecté l'appartement et a noté quelque chose dans son bloc-notes. Elle m'a ensuite demandé de lui parler en privé. Je lui ai raconté toute l'histoire. Mes parents, le jeûne, le scandale, leurs menaces. Elle a écouté en silence, hochant parfois la tête. Nous avons reçu une plainte de vos parents, a-t-elle fini par dire. Ils affirment que vous laissez votre enfant seul à la maison, que l'appartement est insalubre, que l'enfant souffre de malnutrition. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'étais prête. C'est faux, ai-je dit calmement. Voici une lettre de recommandation de la maîtresse de maternelle. Elle confirme que Leïla est toujours amenée et récupérée à l'heure, qu'elle est en bonne santé et se développe bien. Voici le témoignage d'une voisine. Elle voit que je ne laisse jamais Leïla seule. Voici une photo de l'appartement. Il est propre et bien entretenu. Voici un certificat de mes revenus. Un revenu stable, suffisant pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mélissa a examiné les documents et a hoché la tête. Très bien, maintenant je veux parler à l'enfant. Elle a passé environ 20 minutes avec Leïla dans la pièce. J'ai attendu dans la cuisine en essayant de ne pas être nerveuse. Quand elles sont sorties, Mélissa avait l'air pensif. Merci, a-t-elle dit. Je vais rédiger un rapport et le transmettre à la direction. Attendez la décision. Après son départ, j'ai pris Leïla dans mes bras. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? À propos de grand-mère et grand-père, a répondu Leïla doucement. Je lui ai dit qu'ils t'avaient crié dessus et qu'ils avaient dit que tu aurais mieux fait de ne pas m'avoir. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon enfant a entendu ces mots. Mon enfant pense qu'elle n'est pas désirée. Leïla, ai-je dit en m'agenouillant pour être à sa hauteur, tu es c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je n'ai jamais, tu m'entends, jamais regretté que tu sois là. Grand-mère et grand-père se trompent, ils ne comprennent pas à quel point je t'aime. Elle m'a prise dans ses bras et nous sommes restés longtemps ainsi, enlacés. Une semaine plus tard, Mélissa m'a appelée. Elle m'a dit que son rapport était prêt et qu'elle recommandait de clore l'affaire. Mais la décision finale reviendrait à la commission. Mélissa, 2 autres travailleurs sociaux, un représentant de l'administration et Nathan, mon avocat, étaient présents à la réunion de la commission. Mes parents étaient également présents, assis de l'autre côté de la table, le visage sévère. Mélissa a lu son rapport. Après un examen minutieux, il a été établi que les conditions de vie de l'enfant sont conformes aux normes. L'appartement est propre, bien entretenu, l'enfant dispose de tout le nécessaire. La mère travaille, a un revenu stable et remplit ses obligations parentales. L'enfant est en bonne santé, heureuse et bien développée.
Les témoignages de l'éducatrice, des voisins et des collègues confirment la responsabilité de la mère. La conversation avec l'enfant a montré qu'elle se sent en sécurité avec sa mère, mais qu'il a vécu une expérience traumatisante avec ses grands-parents qui ont tenu des propos insultants à son égard en sa présence. Le père s'est levé. Ce n'est pas vrai, nous n'avons jamais... Asseyez-vous, l'interrompit la présidente de la commission. Nous avons également le témoignage de Marjorie Wilson, une connaissance de votre famille, qui était présente lors de la réunion chez votre fille Savannah. Elle a confirmé que vous aviez effectivement tenu des propos injurieux à l'égard de votre petite fille en sa présence. La mère se mit à pleurer. Nous ne voulions pas, nous avons simplement... Vous avez utilisé les services sociaux comme un instrument de vengeance, dit froidement la présidente de la commission. Vous avez fourni de faux témoignages dans le but de nuire à votre propre fille. C'est inacceptable. De plus, vos actions ont nui à la santé mentale de l'enfant. Le représentant de l'instance administrative a lu la décision. Les plaintes de Grégory et Loretta sont jugées sans fondement. La tentative de pression sur la mère est considérée comme inacceptable et préjudiciable à l'état psychologique de l'enfant. Il est recommandé de limiter les contacts des plaignants avec leur petite fille jusqu'à ce qu'ils ne constituent plus une menace pour sa santé mentale. Mes parents étaient assis, comme figés. Mon père regardait le sol, ma mère pleurait dans ses mains. Je n'ai pas ressenti la victoire, ni la joie, juste un vide. Ce sont mes parents, les personnes qui m'ont élevé, et les voilà assis en face de moi, détruits par leur propre soif de contrôle. Après l'audience, Nathan m'a serré la main. Félicitations, tu as gagné. Mais je ne me sentais pas victorieuse. Les mois suivants ont été consacrés à planifier une nouvelle vie. J'ai compris que je ne pouvais plus vivre dans cette ville où, à chaque coin de rue, je tombais sur des souvenirs de mes parents, des scandales, de la douleur. J'ai décidé de déménager, pas loin, dans une ville voisine, à 1 heure de route, mais suffisamment loin pour prendre un nouveau départ. Troy m'a aidé à trouver un petit appartement dans un quartier calme. Il était plus petit que le précédent, mais confortable, avec de grandes fenêtres et un balcon. J'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise de construction où l'ambiance était plus saine, sans stress constant, ni heures supplémentaires. Le salaire était un peu moins élevé, mais suffisant. J'ai inscrit Leila dans une nouvelle crèche. Elle s'est rapidement adaptée et s'est fait de nouveaux amis. La nounou était une femme gentille qui a tout de suite su trouver le bon contact avec l'enfant. Troy est resté à nos côtés. Il venait souvent nous rendre visite, nous aider à faire de petites réparations, emmener parfois Leila en promenade avec ses fils. Ils sont devenus amis et Leila a eu pour la première fois quelque chose qui ressemblait à des frères. Troy ne s'imposait jamais, n'essayait pas de prendre la place du père. Il était simplement là, fiable, calme, toujours prêt à aider. Adeline, comme toujours, me rongeait avec sa dure honnêteté. Quand je me plaignais d'être seule, elle me disait mieux vaut être seule qu'entourée de vipères venimeuses. Quand je doutais d'avoir pris la bonne décision, elle me disait tu as sauvé ton enfant, c'est la seule chose qui compte. Sa franchise me faisait parfois mal, mais c'est elle qui m'aidait à rester forte. Savannah a changé. Après la décision de la commission, elle m'a appelée, elle pleurait, elle s'excusait, elle m'a dit qu'elle n'avait pas compris jusqu'où ses parents étaient allés, qu'elle se sentait aussi coupable. Nous avons commencé à communiquer plus souvent. D'abord avec prudence par de courts messages, puis par des appels téléphoniques. Elle partageait son quotidien, demandait des conseils sur les enfants, parlait de ses peurs et de ses doutes. Elle m'a dit qu'elle avait limité l'accès de ses parents aux jumeaux. Pas une rupture totale, elle n'était pas prête pour cela, mais des limites strictes. Moins d'argent, moins de contrôle, moins de droit de regard sur l'éducation. Devine a soutenu sa décision. Il a dit qu'il ne voulait pas que leurs enfants grandissent avec les mêmes complexes que Savannah. Marjorie est devenue une alliée inattendue. Après avoir témoigné contre ses parents, elle a contacté Savannah et lui a proposé son aide. Elle l'a emmenée à l'église où Savannah a reçu un soutien psychologique et a travaillé sur sa culpabilité et sa peur. Marjorie a également aidé avec les enfants, gardant parfois les jumeaux lorsque Savannah et Devin avaient des choses à faire. Les parents ont eu plus de difficultés. Marjorie a raconté à l'église ce qui s'était passé, les gens ont commencé à discuter, à juger. Les parents, qui craignaient tant pour leur réputation, se sont retrouvés au centre d'un scandale. On a commencé à les éviter, à ne plus les inviter aux réunions, à les regarder d'un œil critique. La mère a cessé de sortir de chez elle, le père est devenu encore plus renfermé. Savannah m'a dit qu'ils avaient essayé de la contacter, lui avaient demandé de l'aide, s'était excusée, mais elle a fixé des limites. Elle leur a dit qu'elle n'était pas prête à communiquer tant qu'ils n'auraient pas compris ce qu'ils avaient fait de mal. 6 mois après le déménagement, Savannah et moi nous sommes retrouvés dans un petit café à mi-chemin entre nos deux villes. Sans parents, sans mari, sans enfants, juste deux sœurs. Elle avait l'air fatiguée mais plus calme qu'avant. Nous avons commandé un café et nous nous sommes assises de près de la fenêtre. Alice, commença-t-elle, je suis désolée. Je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas tout ce que tu avais fait pour moi quand j'étais enfant. Tout ce que tu avais sacrifié, à quel point déjà nos parents étaient injustes envers toi. Je la regardais, je voyais la sincérité dans ses yeux. Je sais, dis-je doucement. Je ne peux pas complètement rompre avec eux, continua-t-elle. Ce sont mes parents, mais je peux protéger mes enfants et je peux te soutenir. Je veux que nous soyons plus proches, que nos enfants se connaissent, pour que nous soyons de vraies sœurs. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Moi aussi, je le veux. Nous sommes restés assises longtemps à parler de tout, de notre enfance, de nos peurs, de l'avenir.
Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus entre nous le mur érigé par la pression parentale. L'hiver est arrivé soudainement. Un matin, je me suis réveillée, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la neige. Leïla a sauté du lit et a crié joyeusement: Maman, il neige, on peut aller se promener. Nous nous sommes habillés chaudement et sommes sortis dans la rue. Elle courait devant, ramassait la neige, riait, je la regardais et je sentais quelque chose en moi se libérer, la peur, l'anxiété, la dépendance à l'approbation parentale. Le soir, Leïla et moi avons décoré le petit sapin sur le rebord de la fenêtre. Elle a sorti ses feutres, s'est assise à table pour dessiner. Je me suis approchée, j'ai regardé le dessin, on y était toutes les deux, Troy et ses fils, Adeline, une nouvelle famille. Celle que nous avions choisie nous-mêmes. Maman, a-t-elle dit sans quitter son dessin des yeux, on dessine grand-mère et grand-père. Je me suis assise à côté d'elle. Tu veux? Elle s'est tue, a réfléchi. Non, ils m'ont blessée, je l'ai prise dans mes bras. D'accord, alors dessine ceux qui t'aiment. Mes parents appartiennent au passé, non pas comme des ennemis, mais comme une leçon qui m'a appris que l'amour ne vient pas toujours de ceux que l'on attend. Que la famille, ce n'est pas seulement le sang, ce sont les personnes qui sont à nos côtés quand on traverse des moments difficiles. Je regardais Leïla dessiner et je comprenais que j'avais gagné. Non pas parce que j'avais battu mes parents au tribunal, mais parce que j'avais vaincu ma peur, vaincu ma dépendance à leur opinion, vaincu mon besoin de leur approbation. Je suis libre et mon enfant est libre, et c'est le plus important. Mon téléphone a vibré, un message de Savannah. Salut, comment ça va? Les jumeaux demandent quand nous irons rendre visite à Leïla. J'ai souri en tapant ma réponse. Tout va bien, venez ce week-end, nous serons ravis de vous accueillir. Dehors, la neige tombait, l'appartement sentait le sapin et les feutres pour enfants. Leïla chantait une petite chanson tout en dessinant. Et je me sentais heureuse. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y avait des factures à payer, un travail parfois fatigant, des soirées solitaires où Leïla dormait et où je m'asseyais dans la cuisine avec une tasse de thé pour réfléchir à tout. Mais c'était ma vie, celle que j'avais choisie, celle pour laquelle je m'étais battue. Et je n'avais plus de regrets. Mes parents ne m'avaient toujours pas contactée. Savannah disait qu'ils vivaient tranquillement, renfermés, sortant rarement. Ma mère demandait parfois de mes nouvelles, de celles de Leila, mais elle ne demandait jamais de transmettre ses excuses. Mon père restait silencieux, comme si je n'existais pas. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de leur pardonner. Peut-être qu'un jour Leila aura envie de les revoir, mais pas maintenant. Pour l'instant, nous avons besoin de tranquillité. Nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin d'être libérés de leur emprise. Et je vais lui offrir tout cela. Je vais lui offrir une enfance où elle ne sera pas l'ombre de quelqu'un d'autre. Je lui donnerai l'amour que je n'ai pas reçu. Je lui donnerai la certitude qu'elle est assez bien, telle qu'elle est. C'est ma victoire, pas sur mes parents, sur moi-même, sur ma peur, sur mon passé. Et c'est ça, la vraie liberté.